Il y a eu des gens d'affaires de la région qui ont dit « Moi, j'embarque avec l'Institut parce que vous avez un réel impact, puis vous avez un... je pense qu'on se fait dire qu'on fait un travail de terrain très, très bon, direct en contact avec les entrepreneurs. » Oui, puis je pense que c'est important de mentionner, tu sais, les gens nous entendent aujourd'hui, OK, c'est quoi ça, la ruche, puis comment je fais pour donner? Hein? Parce que c'est sûr que c'est un beau projet, ça touche les jeunes, ça touche l'environnement, ça touche l'entrepreneuriat, bref, ça touche le futur. On va l'entendre. Ce IoT-là, tôt ou tard, on va l'entendre. Donc, c'est bien de le définir correctement maintenant. Et j'aimerais pas donner une définition qui est plus complexe que le IoT. Je vais essayer de le simplifier. C'est une bonne question. N'importe qui peut venir à l'événement parce que c'est vraiment un événement pour augmenter la notoriété de l'industrie, puis faire beaucoup d'éducation, puis faire du réseautage. La plus grande équipe qui nous supporte, qui sont souvent derrière les scènes, c'est important de mentionner les membres du CA, qui sont très, très fortement représentants de la communauté d'affaires. Christine, Soufiane, bienvenue pour un autre épisode de Startup Talks. Aujourd'hui, on va encore changer la formule. On aime ça, innover. Moi, je pense que c'est un bon moment pour parler de quelques projets qu'on a sur la planche en ce moment, des projets que les gens dans notre réseau vont voir passer. Puis je pense que ça vaut la peine d'aller un peu plus en détail pour décortiquer pourquoi on fait ces projets-là. Je parle entre autres de la campagne de sociofinancement, la campagne de dons que l'Institut fait tous les années. J'aimerais aussi qu'on parle de Web3 North, qui est une nouvelle initiative qui prend beaucoup d'ampleur cette année, et le réseau des gens d'affaires du Carrefour. Donc, puis on va prendre nos tours pour expliquer ces sujets-là. Mais lançons-nous. J'aimerais commencer définitivement avec le plus gros des projets, c'est notre campagne de dons annuelle. Christine, est-ce que tu peux nous donner juste un overview un peu, puis je pourrais peut-être ajouter une historique aussi par après. Oui, certainement. Cette année, on a choisi un projet très spécial. On a décidé de travailler avec les jeunes. Surtout de 15 à 20 ans, mais c'est sûr que le projet touche des enfants un petit peu plus, ou je devrais dire des étudiants un petit peu plus vieux que ça, jusqu'à 29 ans. Le projet s'appelle « Deviens un entrepreneur éco-responsable ». Et puis, essentiellement, le projet, c'est d'aller dans les écoles et puis de montrer aux élèves comment construire des prototypes à petite échelle pour qu'ils soient capables de dupliquer ce projet-là à plus grande échelle. On travaille déjà avec Apprends et Entreprends dans ce projet-là. C'est une belle collaboration. Et puis, on a déjà ciblé des écoles, des écoles qui nous ont fait part, qui voulaient participer à ce beau projet-là. Et ça va se passer pendant une année. À l'intérieur de ce projet-là, on va préparer 25 capsules vidéo pour montrer aux élèves, apprendre aux élèves comment faire ce genre de prototype-là. Mais aussi, on va parler de l'environnement. On le sait que c'est un sujet super chaud, hein, l'environnement aujourd'hui. On peut voir exactement qu'est-ce qui se passe. Exactement. Puis, quand on devient un entrepreneur, bien, il n'y a pas juste cette partie-là de tu sais, commencer une start-up, commencer une entreprise. Il y a toute la partie d'environnement. Comment qu'on peut devenir un entrepreneur éco-responsable? Donc, à l'intérieur de ces capsules-là aussi, il va en avoir 10 qui parlent justement de ça, de laisser une empreinte positive sur la planète. Donc, c'est un super de beau projet. Je sais que Soufiane pourrait en parler davantage. Il va en parler aussi. Ce que je peux ajouter aussi à l'intérieur de ce projet-là, qui est sur une durée d'1 an, c'est qu'on va aussi faire une journée découverte. Ici, à l'Institut Innovation Gatineau, on va inviter les jeunes qui participent pas nécessairement dans les écoles, mais qui ont un intérêt pour devenir un entrepreneur éco-responsable, puis qui veulent apprendre. On va inviter des startups, des gens, des fondateurs qui ont commencé une entreprise, une startup, puis tu sais, qui l'ont menée à succès. Les parents vont pouvoir être invités aussi pour poser des questions pour leurs jeunes, parce qu'on le sait tous que c'est les parents qui payent surtout pour les études. Pas tous les enfants se font payer par les parents, mais
certains d'entre eux. Donc, eux autres aussi peuvent aider les enfants à prendre des décisions. Absolument. Je pense que tu as super bien expliqué ça. Puis au final, on pourrait dire qu'il y a vraiment deux objectifs à cette campagne-là. Évidemment, de un, on va outiller la prochaine génération sur comment bâtir une entreprise durable et consciente de l'environnement, qui est super important. On investit dans notre futur dans ce sens-là. Puis l'autre, ça va permettre à l'Institut de financer ses opérations aussi. Puis, tu sais, je vais prendre un moment pour segway. Cette portion-là est vraiment importante pour l'Institut, puis une petite historique va mettre au clair pourquoi. T'sais, l'Institut a été fondé par des entrepreneurs, puis on dit souvent par et pour des entrepreneurs, c'est pour ça qu'on existe. Puis, pour arriver à où on est en ce moment, on a souvent fait appel au réseau d'affaires, le réseau local d'entrepreneurs, à donner pour supporter la prochaine génération. Puis tu vois, ce projet-ci s'insère dans cette optique-là. On a fait d'autres levées de fonds par le passé. En 2019, je crois qu'on a levé au-delà de 250 000. L'an passé, donc 2022, on a levé 237 000, à peu près la même chose. Puis cette année, on vise un minimum de 200 000. Puis c'est grâce à La Ruche en particulier. Je veux faire un petit shout-out à La Ruche, nos amis dans la région, François Boudreau, parce que on a découvert un programme très intéressant qui s'appelle le Fonds 1001. Puis le Fonds 1001, ce que ça nous permet de faire, c'est pour chaque don qu'on lève à travers la plateforme, ils vont faire un matching 1 pour 1. Donc, on a vraiment besoin d'aller chercher 100 000 de la communauté d'affaires. Vraiment dépendre sur ce mouvement de bas en haut qui est vraiment important. Puis ensuite, le gouvernement, avec leur programme, le Fonds 1001, vont venir bonifier ça. Donc, on a trouvé que c'est un mécanisme extrêmement utile pour l'Institut, mais aussi les autres projets qu'on finance à travers ça dans la région. Entre autres, Après Entreprend, on fait des projets comme ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est un peu l'historique de pourquoi on fait les campagnes de dons. Là, j'aimerais peut-être faire plus un deep dive. Puis Soufiane, je te regarde pour ça. Évidemment, c'est une chose de faire appel à des jeunes puis de faire la portion théorique de pourquoi c'est important de protéger l'environnement. Mais on voulait aller un peu plus pratique cette année. On voulait comme vraiment les amener à développer des solutions concrètes. Donc, peux-tu nous parler un peu de l'aspect technologique qu'on intègre dans le programme? Oui, bien sûr. Je veux ajouter un point. Merci Christine pour pour l'introduction du programme. C'est très bien dit. Je veux ajouter juste un point, c'est que on va aussi aller dans les écoles. On va acheter pour eux des kits. Et on va travailler ensemble, main dans la main, pour réaliser des choses pratiquement. Et là, je veux rebondir sur ce point-là pour expliquer pratiquement aux parents qu'est-ce qu'on va faire avec leurs enfants. Donc, on va travailler sur le IoT. Et tout à l'heure, je t'ai dit le IoT, tu m'as dit... Écoute, Sofiane, IoT, là, ça veut rien dire pour certaines personnes. On peut-tu retourner à la base? Fait explique c'est quoi le IoT. Exactement. On est dans un épisode de jargon start-up encore. Ouais, toujours, on va l'entendre. Ce IoT-là, tôt ou tard, on va l'entendre. Donc, c'est bien de le définir correctement maintenant. Et j'aimerais pas donner une définition qui est plus complexe que le IoT. Je vais essayer de le simplifier. Par exemple, on va trouver des réfrigéraires ou bien des frigos intelligents. Le frigo, il va te dire, Christine, il reste 2 jours pour acheter de la viande. Oui, il existe maintenant ça. Oui. Et ce qui est sûr, c'est que dans les prochaines années, ça va être omniprésent, partout. C'est comme si en 2000, on entendait parler de l'Internet, on va dire, OK, ça c'est juste pour les fans, pour les riches. Mais maintenant, impossible de vivre sans Internet. Impossible, oui. Donc, dans les 5 prochaines années, maximum les 10 prochaines années, on va trouver partout des machines automatisées, des systèmes intelligents qui communiquent entre eux, des voitures électriques. Alors, il vaut mieux savoir dès maintenant se préparer, soit pour les parents, soit pour les enfants. Il faut bien se préparer pour ce IoT, Internet of Things. C'est ça, j'allais justement finir là-dessus. Internet of Things, IoT, right? Puis la vision, c'est que chaque objet, éventuellement, sera connecté à l'Internet. Chaque objet qu'on voit dans une salle, dans une pièce,
qu'on porte, notre linge, les objets qu'on apporte avec nous vont tous être intelligents puis amener une plus-value d'une façon ou d'une autre. Excellente explication, Souf. Et puis j'adore l'exemple. Et même, je vais donner un petit exemple, juste pour le fun. Tu pourras demain être à ta maison et puis tu pourras voir la police qui va entrer à ta maison et te faire la minotte et aller en prison. Pourquoi? Par exemple, il y a une voiture électrique de Apple. OK? Tu as une Apple Watch. La voiture électrique, elle va détecter que tu es en route. Elle communique avec ta montre. Et ta montre, elle prend la pression du sang, elle prend le rythme de ton cœur, etc. Elle va savoir que tu as pris de l'alcool en conduisant. Elle va envoyer directement à la police avec une preuve que cette personne-là, elle a conduit en buvant. Tu vois, ça c'est quoi? C'est la communication entre les objets. C'est pas juste un objet qui est connecté à Internet, mais aussi la communication entre tous les objets. Mais je sais pas, est-ce que tu as... Oui, absolument, je comprends, mais je vais te dire, pour quelqu'un qui n'est pas vraiment habitué à ce genre de choses-là, on avance avec l'évolution de la technologie, ça peut être très, très épeurant, ce que tu expliques. Surtout l'exemple que tu donnes, puis évidemment, c'est une mauvaise chose de boire au volant. Ça peut causer des dangers pour tous les autres sur la route. Ceci dit, là, tu commences à rentrer dans des questions de est-ce qu'on est trop surveillé, puis est-ce qu'on perd nos libertés avec ces technologies-là? Ça revient tout le temps, surtout quand on parle du AI, quand on parle du IoT, quand on parle d'autres systèmes comme ça. Donc, mais dans le cas, si je ramène ça à notre projet avec les jeunes, rien de diabolique comme ça. En fait, on veut simplement donner une expérience pratique aux jeunes dans le domaine de l'environnement. Puis on voulait comme rassembler aussi un élément entrepreneurial. Donc, ils vont avoir la chance de bâtir un outil, on peut dire, qui a la possibilité d'être commercialisé, peut-être d'un sens ou un autre. Puis, ensemble avec les conseils théoriques qu'on va donner par vidéo, puis en personne, on veut leur donner un contexte 360. C'est quoi être un entrepreneur éco-responsable en 2023-2024? Puis, quels sont les outils à notre disposition pour avoir un impact? C'est ça qu'on veut atteindre avec ce projet-là. Donc, personnellement, hyper excité de le mettre en marché, puis de voir la réaction des jeunes, puis de voir les beaux projets qui vont émerger de ça. Oui, moi, j'ai donné ces exemples. C'est loin de ce qu'on va faire. C'est vraiment loin. Mais c'est juste, c'était une petite introduction pour voir qu'est-ce qu'on va vivre dans les prochaines années. Ouais. Ça, c'était un exemple. Là, on va parler de la privatisation des données, beaucoup de choses. Mais c'était pas l'objectif d'entrer dans ce sujet-là, mais c'est juste de voir la communication entre les objets. Absolument. Maintenant, je vais revenir à notre projet de la ruche. Le projet de la ruche, il a 2 objectifs. Pas plus, il a 2 objectifs. La première des choses, c'est de faire apprendre à ces jeunes-là comment créer des objets intelligents. Parce que demain, si toi, tu vas prendre ton portable et tu vas, par exemple, faire des actions, ouvrir la porte ou bien fermer la lumière, tu dois briser ce « Waouh, comment ça s'est fait ?» Mais on va le savoir, on va le faire même. Et avec des miniatures, c'est-à-dire un brise-glace avec cette IoT-là. Mais maintenant, ça ne sert à rien juste de fabriquer des choses. Et là, on le voit avec les fondateurs de nos startups, c'est une portion importante de comprendre comment bâtir une business qui marche. Souvent, c'est plus difficile de bâtir la business autour de la technologie. Absolument. C'est ça peut-être quelque chose qui est mal compris dans notre domaine. On pense que la technologie seule va se vendre au marché, puis les gens vont... Ou l'idée. Ou l'idée. Tu sais, même je parle des jeunes, on va travailler avec les jeunes. Les jeunes sont brillants. Mm-hmm. Ils ont des idées innovantes absolument incroyables, mais ils ne savent juste pas quoi faire avec. Et de là, notre projet, pour vraiment leur montrer comment prendre leur idée absolument innovante puis la commercialiser. Tout à fait. Donc, je commence par la première partie de la technicité. Donc, pourquoi même on a fait le choix de ce IoT? Parce qu'on avait beaucoup de sujets à choisir, mais on a vraiment choisi ce IoT-là parce qu'on a dit c'est le futur, oui.
Déjà, la faisabilité, maintenant sur YouTube, vous pouvez trouver des enfants de 12 ans qui vont donner des tutoriels par rapport à ce sujet. C'est-à-dire c'est faisable. Un enfant pourra le faire avec les moyens de bord. Et surtout, lorsqu'on développe des petites cartes intelligentes comme ça va être intéressant pour les jeunes, même si après ils veulent devenir des avocats, parce que c'est pas tous les jeunes qui veulent devenir des entrepreneurs, c'est pas tous les jeunes qui veulent devenir des ingénieurs. Mais en travaillant sur ça, le jeune va développer énormément de compétences, par exemple la résolution de problèmes. Il va comprendre c'est quoi l'algorithme, comment résoudre des problèmes. Et ça, ce skill-là, ce talent-là, on peut le répliquer pour n'importe quel domaine. Il va apprendre à développer son imagination. Parce que pour créer ces petits jeux-là, c'est comme si on joue au bloc. Tu vas développer la créativité, ton imagination et le côté innovant en toi-même. Troisièmement, l'interdisciplinaire, c'est-à-dire c'est un projet, on ne va pas juste trouver de l'électronique, mais il y a de la mathématique, l'algorithme, ça va aider même dans les études de ces jeunes en futur. Donc il y a beaucoup de désavantages par rapport à ça, et le plus important c'est apprendre en s'amusant, parce que toujours l'école, classiquement on apprend mais c'est pas toujours fun d'apprendre. Ce qui est bon c'est apprendre en s'amusant parce que ça c'est fun à faire. Tu vas jouer avec ça, tu vas créer. Et après, les personnes, ou bien les jeunes, avec ces kits-là, un kit de $50, ou bien qu'ils peuvent acheter sur Amazon et pratiquer eux-mêmes, ils peuvent pratiquer ça avec leurs parents à la maison. Ils peuvent aider des projets, par exemple, pour les personnes âgées, pour les handicapés. Par exemple, on peut équiper une chaise de handicapé avec des détecteurs d'obstacles. Alors, on peut jouer avec ça au fur et à mesure. Les possibilités sont infinies. Une fois que tu sais comment créer, puis ensuite l'appliquer dans des cas concrets, qui comptent des besoins dans le monde réel. En tout cas, c'est comme l'ultime super pouvoir qu'on peut avoir en tant qu'humain, je pense. C'est la possibilité de créer et d'appliquer pour servir l'humanité. Puis c'est ça qu'on veut redonner à ces jeunes-là. Ces étudiants-là. Exactement. Puis une des choses qu'on a bien entendu des professeurs, parce qu'on est allé rencontrer des professeurs pour décider de ce projet-là, c'est que les jeunes ne sont pas motivés aujourd'hui. Souvent, ils sont rendus au collège, puis ils ne savent encore pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis c'est complètement normal. Au secondaire, en secondaire 5, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Donc, un projet comme ça va vraiment les motiver. Ça va être quelque chose qui va être intéressant. Est-ce que je peux nommer les écoles qui ont déjà accepté de faire partie de ce beau projet? Puis en passant, on accepte d'autres. Donc, tu sais, si vous entendez ça, puis on ne mentionne pas l'école, bien, communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir de vous ajouter sur la liste. Absolument. Donc, on a le Collège Nouvelle-Frontière qui a accepté le projet. On a aussi le Collège Saint-Alexandre, le Collège Saint-Joseph. On a le Collège Heritage. Et puis, on a des pourparlers avec d'autres écoles, d'autres cégeps. Donc, on attend. Mais oui, puis je peux vous dire aussi qu'il y a une chose que je n'ai pas mentionnée avec notre projet, c'est qu'il va y avoir 5 chanceux jeunes qui vont gagner. Je ne peux pas dire une bourse, c'est plutôt un programme sur une base d'1 an pour les jeunes qui ont les meilleurs projets. Donc, exact. Ça va être puis je ne sais pas si on l'a mentionné au début, ces 5-là vont découler d'une somme de 250 au total qu'on veut toucher. Je ne sais pas si on l'a mentionné, mais on veut au final passer 250 jeunes à travers ce programme-là. Puis les 5 meilleurs qui ont le plus grand potentiel, on va mettre nos ressources, les ressources de l'Institut derrière eux pour les apporter à un autre niveau, pour commercialiser leurs solutions. Et moi, j'aimerais aussi ajouter un point parce qu'on le vit chaque jour avec les startups. J'aimerais que ce programme ne touche pas juste les jeunes, mais même les adultes. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit des startups qui ont du hardware. Et puis, pour créer une miniature, un POC, une preuve de concept ou bien un MVP,
toujours, on va revenir au jargon des startups. C'est quoi? C'est quoi un POC? POC, je l'avais pas entendu avant, mais là, je sais. Ouais. Je vais te dire, par exemple, moi, je veux créer un projet. Je suis un adulte, je veux créer un projet. Il y a 2 écoles. Le premier, il va dire, j'ai besoin de 250 000 dollars pour commencer. Oui. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux aller avec les mêmes outils qu'on va travailler avec les jeunes, créer une preuve de concept qu'elle marche, et puis créer les premiers produits, même s'ils ne sont pas parfaits, et après, aller chercher l'investissement. Donc, c'est aussi un point important pour les adultes qui veulent créer des projets. Et ces jeunes-là, ils vont devenir des adultes un jour. Donc, exactement. On va les traiter comme des adultes. Absolument, absolument. C'est un bon point. Puis, qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? Tu sais, tu peux même être plus extrême dans l'approche de valider ton idée, même avant d'avoir une preuve de concept. Tu peux vendre une idée. Absolument. Tu peux vendre, puis si tu l'articules bien, puis tu touches un point sensible au cœur d'une entreprise, d'un individu, il pourrait dire oui, j'achèterais ça dans le futur si tu le livres. Puis, dans la mesure du possible, je pense que tout fondateur devrait... Ça, c'est l'ultime. C'est comme le plus grand succès que tu peux avoir en affaires, c'est d'accomplir ça. De vraiment vendre avant de bâtir. Ouais. Puis ensuite, si tu peux collecter l'argent avant, tu sais, tout bien conforme, encore mieux. Parce que ça peut financer le développement de ton produit. Tu n'as pas besoin de prendre de dette, tu n'as pas besoin de prendre d'équité ou vendre de l'équité. Bref, c'est un peu ce qu'une campagne de sociofinancement te permet de faire aussi, d'ailleurs, juste pour créer un lien là avec la ruche. Ça nous permet de vendre des idées avant même de les réaliser. Oui, puis je pense que c'est important de mentionner, tu sais, les gens nous entendent aujourd'hui, OK, c'est quoi ça, la ruche, puis comment je fais pour donner? Hein? Parce que c'est sûr que c'est un beau projet, ça touche les jeunes, ça touche l'environnement, ça touche l'entrepreneuriat, bref, ça touche le futur, tu sais. Donc, pour donner, si vous voulez donner, vous allez sur le site web laruchequebec.com et puis trouvez notre projet, deviens un entrepreneur éco-responsable. Vous pouvez donner aussi peu que 5 $, ça va jusqu'à 10 000 $, mais donnez pour nous aider à aller chercher nos 200 donateurs sur la plateforme La Ruche, mais aussi pour nous aider à aller chercher notre objectif de 100 000 $ qui sera doublé par le Fonds 1001 pour nous aider à faire ce beau projet-là avec vos enfants, avec la future génération finalement. Absolument. Puis si vous êtes un entrepreneur chevronné, bien établi, votre business fonctionne à fond, puis vous voulez redonner encore plus, c'est-à-dire vous investir encore plus dans notre mission à l'Institut. Ça, c'est juste un projet parmi des dizaines qu'on gère. Puis, on est à la recherche de grands donateurs qui veulent s'impliquer à ce niveau-là. Puis, comme l'année passée, où on a récolté, comme j'ai dit, 237 000 total, il y a eu des gens d'affaires de la région qui ont dit « Moi, j'embarque avec l'Institut parce que vous avez un réel impact. Puis, vous avez je pense qu'on se fait dire qu'on fait un travail de terrain très, très bon, direct en contact avec les entrepreneurs. Bien, donnez aussi. Puis c'est sûr que vous allez voir passer nos messages sur les réseaux sociaux. Merci Christine et Soufiane. Super, je pense que ça complète la portion sur la campagne. Qu'est-ce que vous en dites? On peut changer vers un autre projet. Oui, Mike, veux-tu nous parler du Web3? Je sais qu'on a plusieurs... Tu sais que je veux parler du Web3. Tu le sais bien. Oui, absolument. Ben, la grande nouvelle de cette semaine, c'est qu'on annonce pour la première fois Web3 North, qui va se passer... ça va être attaché à l'événement SaaS North, que ça va être dans sa 7e année. SaaS North... c'est un événement fait pour les fondateurs qui bâtissent des softwares as a service, SaaS. Puis vraiment une conférence de haute qualité.
sur l'échelle nationale, c'est-à-dire ça attire des gens de Vancouver, comme la Nouvelle-Écosse, même des États-Unis. Ils vont voir typiquement 2000 personnes au cours de 2 jours. Puis dans le fond, avec l'orientation Web3 que l'Institut est en train d'explorer, puis je dis explorer parce que pour nous, c'est une hypothèse qu'il y a de quoi là. Je vais mettre mon chapeau un peu d'entrepreneur et gestionnaire d'accélérateur. On pense qu'il y a un besoin qui n'est pas tout à fait répondu encore en matière d'accélération. De plus en plus, on voit des participants dans le domaine Web3, que ce soit des fondateurs, que ce soit des investisseurs, que ce soit des experts, mais il n'y a pas nécessairement une structure qui peut rassembler toutes ces ressources-là. Puis je me suis dit qu'on va l'explorer un peu. Puis quelle meilleure façon de mettre son drapeau un peu dans l'espace que d'organiser un événement à l'échelle nationale. Donc, on s'est associé avec les organisateurs de SAS North, Cube Vision, L-Spark. Puis honnêtement, on a formé un comité d'organisation de très haute qualité qui inclut les fondateurs de Web3 Montréal, Web3 Toronto, des entreprises, des grandes entreprises corporate. Puis ce qu'on va faire pour cette première année, c'est une demi-journée. Mm-hmm. Ça va être le 14 novembre. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais on va avoir des conférenciers de grandes entreprises que vous connaissez probablement, Coinbase, Zapper, qui sont basés à Montréal, une entreprise en Web3 à succès. Osler est une firme de services légaux, mais ils se spécialisent encore plus dans le Web3. Donc, avec toutes ces ressources-là, on va créer, je pense, une belle conférence, du bon contenu. Puis si tout va bien, je pense que ça pourrait devenir une récurrence à chaque année. Ça peut être récurrent. Donc, puis l'Institut va avoir probablement des belles annonces à faire lors de l'événement. Je ne veux pas trop aller en détail. Mais des surprises qui nous attendent. Des surprises qui nous attendent parce que, je pense que si l'événement est un succès, ça va démontrer qu'il y a vraiment un besoin dans l'écosystème du Web3 pour des programmes, un réseau plus formellement structuré et tout. Bon, on l'a vu aussi, hein? On a fait des activités, quelque chose comme un barbecue, ça a été le fun. Pour la première fois, on a lancé l'invitation pour voir s'il y avait un intérêt, puis on a vraiment constaté qu'il y a un grand intérêt, puis les gens nous disaient « Oh mon Dieu, finalement, je trouve un groupe qui fait que je suis capable de discuter, puis d'échanger des idées, collaborer, ainsi de suite. » Fait que, oui, définitivement, c'est quelque chose qui est excitant, qui s'en vient. L'Institut Innovation est cofondateur, j'imagine, avec ce Web3 North. Oui, exactement. On va être, officiellement partenaire, mais oui, on a joué un rôle depuis le début. Puis tu viens de mentionner les événements qu'on a faits. Ça, c'était dans le contexte de Web3 Hot. Ah, OK, il y a une différence. Oui, puis je vais déligner les deux. Dans le fond, au début de notre expérience en Web3, on a lancé Web3 Hot avec des partenaires à Ottawa. Puis on a fait notre 4e événement cette semaine. Mercredi, on l'a fait à l'Université de Carleton dans leur Innovation Hub. Puis c'était quoi? Ça, c'était comme l'intersection de l'éducation supérieure et l'industrie. Donc, on avait un fondateur de Startup Web3 avec un représentant de l'université, puis plein de professeurs, les têtes des départements technologiques. Puis, dans le fond, on faisait vraiment un travail d'éducation au niveau du Web3. C'est quand même peu connu. J'imagine que la majorité des gens qui écoutent en ce moment sont peut-être pas super au courant de c'est quoi le Web3. Non. Incluant moi. donc c'est une question officielle Startup Jargon? Oui, c'est quoi exactement le Web3? D'accord. Web3. Web3, c'est le successeur du Web2. Bon, le Web2, si je peux le simplifier, c'est tout ce qu'on expérience sur l'Internet, quand on utilise l'Internet en ce moment. C'est l'Internet centralisé, on peut dire. On reçoit nos services d'entreprise puis de services centralisés comme Facebook, comme Google, comme Apple. Puis le Web3 vise à aller vers un Internet décentralisé. Je pense que ça serait comme la thématique principale. Okay. Puis ce que ça veut dire, c'est
les individus vont être en contrôle de leur information, de leur argent, de leur souveraineté. OK? Puis ça peut avoir des implications très, très grandes, évidemment. Puis, c'est tellement tôt dans le processus qu'on peut même pas pointer, la personne moyenne peut même pas pointer à un service Web3. Mais je crois fermement que dans les prochaines années, qu'on soit conscient ou pas, on va interagir avec des services Web3. C'est ça que j'ai dit à Carlton l'autre jour sur la scène. C'est que tout à coup, on va commencer à interagir avec des services qui sont de plus en plus décentralisés. Puis tout à coup, il y a peut-être moins de middlemen dans le processus. Le Bitcoin en est un exemple. Là. Oui. J'ai une question pour toi, Mike. Par rapport à l'événement du 14 novembre, c'est ça? C'est le 14 novembre. Ouais. Est-ce que les gens qui peuvent venir, juste les gens intéressés par le Web3, ou bien n'importe qui voudra créer une entreprise, un SaaS? C'est une bonne question. N'importe qui peut venir à l'événement parce que c'est vraiment un événement pour augmenter la notoriété de l'industrie, puis faire beaucoup d'éducation, puis faire du réseautage. Puis je pense que c'est l'événement parfait si, par exemple, tu es un Web2 founder, tu bâtis un SaaS ou un software, quoi que ce soit, puis tu veux juste voir comment est-ce que je peux appliquer, comment est-ce que ça va devenir pertinent le Web3 dans ma business éventuellement, parce que je pense que c'est le cas. C'est l'événement parfait. Puis comme ça, on va avoir des activités de réseautage à travers. Donc, belle opportunité. C'est pour ça que je dis à tout le monde, comme venez passer, faire un tour. C'est une demi-journée. Jusqu'au 10 octobre, les billets sont en vente à rabais si on veut ramasser ça. On peut aller voir nos publications LinkedIn. On a un lien. Donc, c'est ça. C'est le fun. C'est le fun parce que surtout de participer à un événement qui va avoir une portée si grande, avec autant de partenaires de qualité, je pense que ça démontre aussi ça l'annonce une nouvelle ère pour l'Institut aussi, où qu'on va s'intégrer dans un plus grand réseau que juste Gatineau puis Ottawa. Ça va toucher Toronto, ça va toucher Montréal, ça va toucher les régions lointaines du Canada. Il semblerait que tous nos projets ont un grand impact, d'après ce que je peux voir. Ouais. C'est intéressant. Je pense qu'on essaye. Sinon, c'est quoi le point? Exactement. Et pour la date, est-ce que le 14 novembre ou bien octobre? C'est le 14 novembre. Novembre. Mais, j'ai mentionné le 10 octobre. Ouais. Ça, c'est la date limite pour avoir des rabais sur les billets. OK. Sinon, ça va être à plein prix, là, mais on parle de 99 $. Puis en ce moment, sont à rabais à 79 $. Donc, un petit rabais là, mais c'est très accessible, je pense, pour une conférence comme ça. Ouais. Puis les gens qui veulent participer, ils peuvent nous écrire, ils peuvent écrire à info@institutig.ca. Dans l'infolette du mois d'octobre aussi, il va y avoir cette information-là, encore une fois. Donc, si vous voulez vous inscrire à notre infolette, vous pouvez le faire. Absolument. Donc, est-ce que ça répond à vos questions par rapport à l'événement? Est-ce qu'il y a d'autres choses à explorer? Non, pour moi, c'est Il y a clair. peut-être un autre projet que je pourrais discuter parce qu'on est dans les projets. C'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on est en train de travailler. Ça s'appelle le réseau d'affaires stratégiques du Carrefour. Donc, c'est peut-être... L'impact est pas mal plus local que, tu sais, des projets à grande portée provinciale, comme on parle, ainsi de suite. Mais le réseau d'affaires stratégiques du Carrefour, c'est une OBNL qu'on a conçu pour les gens dans le district du Carrefour de l'hôpital. C'est les membres qui vont participer à ça, c'est des gens d'affaires du Carrefour. C'est une OBNL qu'on a conçue pour les gens dans le district du Carrefour de l'hôpital. C'est les membres qui vont participer à ça, c'est des gens d'affaires. C'est des entrepreneurs, c'est des gens qui sont en charge d'organisation, d'entreprises, de commerçants, directement dans le carrefour du district de l'hôpital. Puis le but de ce réseau-là, vraiment, c'est pour se positionner d'une façon stratégique au niveau de la communauté entrepreneuriale. Dans ce groupe-là, pour les gens qui vont participer, c'est pour faire briller leur entreprise ou leur organisation, si vous voulez. On va donner de la formation à ces gens-là sur différents sujets. On va les aider dans des problématiques, des situations qui vivent, qui ont besoin des solutions.
Il va y avoir du réseautage aussi pour ces gens-là. Et puis des collaborations. Donc, c'est un beau projet qu'on est en train de travailler présentement. Le premier conseil d'administration va avoir lieu, là, j'y vais de mémoire, là, je pense, le 10 octobre à 13h30. Donc, tous les gens qui sont intéressés par rapport à faire partie possiblement de ce conseil d'administration-là sont invités. De m'envoyer un courriel info@institut.ca. Je vais envoyer l'invitation officielle. Mais ça risque d'être un groupe très intéressant qui a beaucoup de pouvoir dans la communauté. On cherche vraiment à aller faire briller nos entreprises, nos entrepreneurs, les organisations, comme je l'ai déjà dit. Donc, absolument. Peux-tu nous parler, Christine, des origines de ce projet-là? Comment que ça se fait qu'on s'implique là-dedans, par exemple? On a eu un mandat officiellement de la conseillère municipale Olive Camaniana. Puis une des missions d'Olive, c'est vraiment d'aller toucher, de faire une différence dans la communauté de gens d'affaires. Pour longtemps, il n'y a rien qui se passait, tu sais, dans la communauté. C'était pas uni. C'était pas uni, exactement. Alors que dans d'autres districts, ils le sont encore plus. Donc, elle voulait vraiment se donner ce mandat-là pour aller toucher ces gens-là, les aider, les faire briller. Je le dis souvent, briller, 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 mais c'est important, hein? On a des belles entreprises, des organisations absolument incroyables. Puis, tu sais, les gens ne le savent pas. Donc, et de là, elle nous a donné un mandat pour constituer une OBNL qu'on a décidé par le nom Réseau d'affaires stratégiques du Carrefour. On a des gens de grands noms qui participent déjà, dont Nader Dormani, du groupe Dormani. On a aussi Steve Michaud, qui est le directeur régional de la Fondation du cancer du Québec. Puis on cherche... C'est ça, on cherche d'autres noms. J'ose dire Sylvain Bertrand de BBL Construction parce qu'il nous a démontré son intérêt aussi à participer, de faire partie du conseil d'administration. Donc, c'est un dossier chaud, c'est un dossier qui est en train de se former, c'est excitant, il y a des belles choses qui se passent. Donc, tu sais, je pense que ça vaut la peine de souligner ces trois projets très différents, mais il y a une ligne directrice qui les rejoint tous. Est-ce que vous pouvez deviner qu'est-ce que j'ai en tête? Bien, ça peut être plusieurs choses, mais vas-y, Mike. Pour moi, c'est la communauté. Ça, c'est le point qui rejoint tous les projets. Puis je pense que l'Institut, on essaye d'être le plus proche possible de la communauté d'affaires à tous les niveaux, le plus grassroots possible. C'est littéralement, ça remonte à notre fondement, là, je l'ai mentionné au début, mais on a émergé d'une communauté d'affaires en besoin d'une certaine représentation, sinon pas il y avait besoin d'émerger puis d'avoir un impact. Puis que ça soit le Web 3, on est en train de faire monter une nouvelle communauté émergente. Le réseau stratégique, on est en train de faire émerger ou consolider une communauté d'affaires dans un district. Puis pour la campagne de dons, et on fait appel aux communautés d'affaires existantes, mais surtout, les étudiants qu'on va toucher à travers ce projet-là vont se joindre à notre communauté d'affaires. Ouais. Donc, tout est dans cette optique-là, je pense. Puis c'est incroyable de voir la progression avec le temps. Ça fait déjà 6 ans que je travaille avec l'Institut, puis c'est incroyable la force de frappe, le pouvoir que peut avoir une communauté qui est bien mobilisée. Ouais. Oui, puis comme pour n'importe quelle entreprise grandissante, on dit que ça prend 2 à 5 ans avant vraiment que les choses commencent on voit le succès. C'est vraiment de planter des petites graines, comme on dit. On plante, on parle à différentes personnes, puis éventuellement, on peut voir, comme on dit, les fleurs sortir du jardin, finalement. On parlait de jardin intelligent tantôt. C'est ça qui se passe avec l'Institut Innovation Gatineau. Donc, moi, en tout cas, ça me fait tellement plaisir de faire partie de cette organisation-là. On est content de t'avoir. Soufiane aussi. Tous les deux. Absolument. Puis Eric qui est malade à la maison en ce moment. On pense à toi. Soufiane, il est sur le bord aussi. Ça fait 30 minutes que je veux tousser. Oui, tu te retiens. Oui, je me retiens, mais... Oui, c'est exactement. Ça fait un vrai plaisir de trouver un incubateur à Gatineau parce que
Tu sais, il y a maintenant sur Internet, on peut te trouver. On peut te trouver. Mais un vrai encadrement. Et il y en a des incubateurs. Les YC en Californie, il y a dans la région, le Québec, à Ottawa. Mais pour trouver la qualité d'un incubateur de l'Institut d'innovation de Gatineau à Gatineau, pour les Gatinois, aussi pour le reste du Québec et Ontario, c'est intéressant. Je ne suis que fier d'appartenir à cet institut-là. Et ça, ce n'est pas juste au hasard, c'est grâce au travail des gens qui apparaissent et aussi des gens qui travaillent dans les coulisses. Donc, c'est un travail ardent de plusieurs années. Félicitations, Mike. Non, mais et écoute, pour les gens qu'on ne voit pas. J'ai pas glissé un vin à Soufiane et Christine, là. Je vous l'assure. Sincèrement. Mais merci. Ben, écoute, ça serait impossible sans vous, sans l'équipe. Puis la plus grande équipe qui nous supporte, qui sont souvent derrière les scènes, c'est important de mentionner les membres du CA, qui sont très, très fortement représentants de la communauté d'affaires. Le réseau de coachs qui supportent nos startups, les investisseurs, les experts, ça pourrait jamais en finir, mais ça prend un village pour élever un enfant. J'ai toujours dit que c'est la même chose pour une startup. Puis c'est le plus gros trip de ma vie, en tout cas. Donc, je suis content de vous avoir sur l'aventure avec nous. Je pense que ça fait le tour de nos 3 projets qu'on voulait discuter aujourd'hui. Évidemment, on a d'autres projets en branle. Restez à l'affût. Qui touchent d'autres types de communautés. Mais on va garder ça pour un autre épisode. Donc, sur ce, merci beaucoup à vous deux. Puis, on se reparle pour un autre épisode de Startup Talks. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. À la prochaine.